tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'école Beth Israël en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. Le Beth Israël est né dans les années 1980 d'une belle initiative dans une région dépourvue de structures éducatives. L'école Beth Israël accueille dès à présent et après plus de 35 ans depuis sa création de nombreux élèves dans ses locaux à Épinay et à Montmagny. Le groupe scolaire Beth Israël a été créé dans le but de dispenser un enseignement religieux traditionnel tout en visant un haut niveau dans les matières qui sont générales. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir découvrir l'école Beth Israël grâce aux intervenants qui sont sur notre plateau. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions sur le live Facebook. On tâchera d'y répondre ici en plateau. Nous débuterons donc cette JPO avec Johanna Smadja, qui est responsable des familles de l'association Choisir l'école juive, qui nous expliquera comment est né ce projet de la journée porte ouverte digitale et qui parlera de son rôle au sein de l'association. On sera ensuite en compagnie de David Elbaz, le fondateur de l'école, avec qui nous découvrirons l'histoire de l'école et aussi ses locaux et ses infrastructures. Ensuite, nous serons rejoints sur le plateau par le Rav Shish Portish, qui viendra nous présenter le projet pédagogique et l'enseignement du Kodesh au sein de l'école. On discutera ensuite de l'apprentissage et de l'ouverture culturelle pour les plus jeunes avec Ariel Calvo, la directrice du primaire du Beth Israël. David Elbaz nous présentera ensuite l'attachement de l'école à Israël et au devoir de mémoire de la Shoah. Enfin, il évoquera avec nous les différentes dispositions qui ont été mises en place depuis la crise sanitaire il y a plus d'1 an déjà et tout le processus d'inscription pour les nouveaux futurs élèves de l'école. Cette JPO sera ponctuée par l'intervention d'élèves qui nous parleront au travers de vidéos et de témoignages pour partager leur expérience. On terminera bien sûr avec vos questions, donc n'hésitez surtout pas à réagir sur le live Facebook tout au long de cette JPO afin qu'on puisse répondre aux questions en fin d'émission. On accueille maintenant en plateau nos invités. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On commence avec vous, Johanna Smadja. Vous êtes donc responsable des familles au sein de l'association Choisir l'école juive. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle dans cette association et nous parler de ce beau projet aujourd'hui? Bien sûr. Alors bonjour à tous. Alors effectivement, je suis la responsable des familles au sein de l'association Choisir l'école juive. Donc l'association a pour but de permettre aux enfants d'accéder à l'école juive et pour ce faire, nous allons en fait accompagner les familles tout au long du processus d'inscription, donc depuis le moment où ils vont nous contacter pour la première fois jusqu'à l'inscription définitive en école juive. Alors nous allons les conseiller, les orienter et également débloquer des bourses lorsque la situation financière le nécessite. Et je tiens également à préciser qu'à ce jour, nous avons permis à plus de 3000 enfants à intégrer l'école juive dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Donc des bourses, de nombreux élèves qui ont accès grâce à vous à des écoles juives. Donc le but c'est que personne ne soit bloqué, que tout le monde puisse avoir la chance de l'éducation juive. Tout à fait, c'est de lever les barrières. Exactement. Donc pourquoi vous avez décidé aujourd'hui d'organiser une journée porte ouverte digitale? J'imagine que c'est possible aussi pour des gens qui peuvent pas forcément se déplacer et vu la situation actuelle. Parlez-nous un petit peu de cette journée. Alors effectivement, en fait, cette journée porte ouverte, elle a été décidée parce qu'au vu de la situation sanitaire et en plus récemment avec la fermeture des écoles, on n'a pas pu travailler de façon classique avec une journée porte ouverte en présentiel, d'où la réflexion d'une journée porte ouverte digitale et interactive. Donc le but, c'est bien évidemment de faire découvrir à l'école Beth Israël pour les familles qui ne la connaissent pas encore et de pouvoir répondre à l'ensemble de leurs questions. Merci beaucoup Johanna pour toutes ces informations. On va tâcher de répondre à toutes ces questions justement. On commence donc avec David Elbaz, vous êtes le fondateur de l'école. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Voilà, le fondateur de l'école, David Elbaz. L'école a été fondée il y a 38 ans exactement. Et donc au départ, comme il arrive souvent, on veut inscrire nos enfants, nos propres enfants à l'école juive. De Épinay-sur-Seine, c'était pas simple et on voulait vraiment une école juive digne de ce renom. Et finalement, on a fini par penser qu'il fallait créer d'abord une école maternelle, puis après, on verra. Et voilà, ça commence à commencer. Bon, il faut dire aussi que je ne viens pas du monde de l'éducation proprement dit, je viens d'un autre monde, j'ai fait d'autres études. Et donc c'est parallèlement à mes occupations professionnelles que nous avons, avec Madame Elbaz, mon épouse, donc lancé ce projet. Nous n'avions pas du tout l'intention à cette époque-là de créer un groupe scolaire, c'est une petite maternelle, mais quoi qu'il en soit, nous l'avons créé. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Le premier jour, on était passionnés. Voilà, on avait un petit pavillon que la mairie nous avait mis à disposition. Et quand il était prêt, adapté vraiment, on a fait une journée porte ouverte.
pas digital, il n'y a pas de problème sanitaire. Et effectivement, puis on était à l'intérieur, on préparait, on astiquait et on attendait le client, entre guillemets. On avait fait beaucoup de publicité. Les heures passent et personne. Enfin, 14 heures, ça sonne, ça y est, le premier élève arrive. Eh bien, on est allé ouvrir. C'était une gentille maman qui nous disait, voilà, on a entendu qu'il y a une école qui s'ouvre, on a fait le ménage à la maison et je vous apporte des jouets que vous pourrez en avoir besoin. Voilà, c'était le seul client de la journée. Bon, après, l'école a pris un élève, 2 élèves, nos enfants, puis après, d'autres enfants, puis c'est comme ça que l'aventure, une vraie aventure, hein, qui a commencé. Au départ, donc, c'est Épinay-sur-Seine. Alors, c'était monté tout doucement. Quelques années après, on a eu un terrain, on a mis des Algeco, puis après, un bâtiment à Montmagny à côté. Et à Montmagny, comme à Épinay, on avait mis la maternelle, le primaire à Épinay, le primaire et le collège à Montmagny, puis après, on ajoutait une classe chaque année, etc. Voilà. Et donc du coup, ce projet est né donc d'une toute petite structure avec quelques élèves à Épinay, donc de maternelle, c'est bien ça au départ? Tout au début, oui. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, vous êtes sur 2 sites. Et vous avez combien de classes de chaque niveau pour peut-être les parents qui nous regardent, qui ont des enfants d'âge différents? Nous avons une classe par niveau, sauf au collège-lycée où il y a une classe de filles, une classe de garçons. D'accord. Et on peut retrouver maternelle, collège, lycée et primaire dans les deux locaux? Non. Alors, à Épinay-sur-Seine, il y a la maternelle et le primaire, des magnifiques locaux que vous découvrirez tout à l'heure, qui sont tout neufs. Et à Montmagny, aussi des locaux très bien, qui sont un peu plus anciens, où il y a le collège-lycée. Voilà. Alors, c'est une aventure, comme vous venez de dire, comme on vient de le dire, et on ne pensait pas au départ que ce serait comme ça, et que voilà, on a été... Et du coup, je me suis mis complètement dans ce projet. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à une journée digitale cette fois-ci. Et vous accueillez à peu près combien d'élèves par classe aujourd'hui? En moyenne, c'est entre 15 et 20. Il y a des classes qui ont moins, d'autres des classes qui sont un peu plus nombreuses. Mais enfin, on tente de faire des classes à visage humain, pas de classes trop chargées, auxquelles on ne peut pas dérouler notre pédagogie, celle que vous entendrez tout à l'heure. Et voilà, donc on arrive à des effectifs où on peut vraiment s'occuper de chacun. Et le but étant d'avoir un bon suivi pour chaque élève pour qu'il puisse avoir une scolarité très réussie. Le Beth Israël, c'est une école qui est sous contrat avec l'État. Donc qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a des parents qui ne connaissent pas forcément cet aspect de contrat avec l'État. Le contrat avec l'État, d'abord, il se exprime par des raisons financières. Les professeurs sont payés par l'État, hein, les professeurs de l'enseignement général, d'accord? Professeur de maths, français, le professeur des écoles primaires. Mais d'un autre côté, il y a un certain nombre de contraintes, normales. C'est que les programmes sont en conformité avec l'État. Par exemple, tout le monde a entendu parler dernièrement, l'année dernière, puisque c'est la première promotion, le nouveau lycée. Être en contrat avec l'État, du coup, c'est donc avoir, comme vous l'avez expliqué, David Delbas, c'est un enseignement qui est classique et général qu'on pourrait retrouver dans des écoles plus traditionnelles, avec en plus de ça l'enseignement du Kodesh, l'enseignement de toutes les traditions juives. Comme l'école publique est sous contrat, par définition, l'école juive, enfin en tout cas la nôtre, est sous contrat. Ce que nous allons ajouter, le plus, eh bien, c'est l'enseignement juif, ce qui est spécifique à l'école juive, les valeurs, la Torah, les mitzvot, et c'est là que se différenciera les différentes écoles suivant la manière dont ils vont aborder cet enseignement. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Johanna, une dernière petite question pour vous. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement le Beth Israël comme journée porte ouverte? Alors parce que tout simplement l'école Beth Israël est chère à l'association Choisir l'école juive, parce qu'il y a précisément 8 ans de cela que les contours de l'association ont été définis dans les bureaux de M. Elbaz ici présent. Donc c'était pour nous une évidence de faire cette porte ouverte avec cette magnifique structure qu'est Beth Israël.
Il faut ajouter, s'il vous plaît, que les enfants de Madame Marciano étaient nos élèves. Maintenant, ils sont élèves brillants dans des écoles en Israël. Voilà. Mais c'est une très belle nouvelle et ça montre en tout cas qu'il y a des très belles choses qui attendent les élèves du Beth Israël. On a évoqué le contrat avec l'État, on a évoqué l'infrastructure. On va parler maintenant du projet pédagogique avec vous, Rafi Sportish. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer votre mission au sein de l'établissement? Alors, donc, bien sûr, la direction de l'école. Être un directeur, c'est pas être un centre autour d'un cercle ni au d'une pyramide. Il faut écouter, il faut impulser un esprit, une vision. Comme disent nos maîtres, BN, Razon, Ifraham. S'il n'y a pas de vision au loin, eh bien, il y a des ordres. Donc, il faut impulser une énergie, quelque part, au quotidien. Ça se fait au travers, évidemment, du lien avec les familles, avec l'équipe pédagogique et surtout sur une présence sur le terrain avec les élèves. Je dirige mes enseignes et je veille surtout à rester enseignant. J'ai des classes de 6e, celles qui rentrent depuis le primaire, des terminales, ceux qui vont sortir. Et pour moi, c'est fondamental d'être sur le terrain avec eux pour voir ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. C'est toujours le danger d'un directeur, c'est d'être un bureaucrate dans son bureau et de ne pas être sur le terrain. Et après tout, c'est pour eux qu'on travaille. Et souvent, c'est de eux qu'on s'éloigne quand on est dans cette mission-là de direction. Voilà. Et être sur le terrain, c'est ce qui vous permet aussi de les accompagner, de les comprendre et de les suivre dans leur éducation. Et donc un feedback, un retour avec les professeurs. Quand on est en conseil de classe, on sait de quoi on parle, on les connaît, on les côtoie. Les couloirs sont très parlants plus que les classes. Donc il y a cette réalité du monde de l'élève dans lequel le directeur doit se trouver et se retrousser les manches. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres écoles ? Il y a de la transversalité des savoirs, vous avez parlé de vision, vous avez parlé d'ordre. Est-ce que vous avez des éléments peut-être à nous donner sur des choses qui vous différencient des autres établissements? Dans les écoles en général, il y a des formes d'écoles, je dirais. Il y a des écoles qui mettent un accent très fort sur le limoud, sur le kodesh, sur l'étude, et qui font du rôle, qui a des matières profanes, parce qu'il en faut, il faut un métier, et puis les parents demandent. Mais on le fait parce qu'il faut le faire, mais vraiment on sent que l'accent est mis sur le limoud. Des écoles qui ont une démarche un peu inverse, où il y a vraiment un accent très fort sur les matières profanes, sur la réussite professionnelle, et on fait des matières juives, parce que aussi les parents demandent, c'est une demande. Les deux s'entendent, ça répond à un public à chaque fois qui est demandeur. Il y a après des écoles qui ont des pôles très forts, les Kodesh. Et je dirais que Beth Israël, et c'est ça qui est particulier, et sur ce chemin de crête un petit peu, je parlais de synergie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le agir en commun. Il n'y a pas ici il y a un équilibre parfait entre le Chol et le Kodesh, en termes d'esprit et de vision, pour qu'on ait en fait un judaïsme qui soit engagé et surtout bien dans sa peau. C'est important que dans la tête de l'enfant et des familles, eh bien, il n'y ait pas deux mondes, mais un seul monde. Un monde qu'il va falloir investir, changer, modifier, s'impliquer. Et cette cohérence entre ces deux mondes-là, elle commence à l'école, dans l'enseignement justement. Quand il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de séparation, scolarisation, polarisation du Chol et du Kodesh. Rien que de dire Chol et Kodesh, déjà, c'est une polarisation en tant que telle, déjà. Et c'est aussi à réfléchir, d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un seul monde. Et c'est ce qui permet après de s'engager correctement dans sa vie de juif. Et le but est donc de pouvoir intégrer toutes les valeurs qui sont transmises au travers de l'enseignement du Chol et du Kodesh aux élèves pour pouvoir justement avancer. L'école Beth Israël revendique un enseignement, donc on l'a dit en introduction, un enseignement juif de qualité associé à un enseignement général performant. Oui. Donc là-dessus, vous parlez de cohérence. Comment est-ce que ça se traduit dans votre établissement? Alors, il faut dire que dans le... comment dire? C'est-à-dire que vous avez peut-être un accompagnement sur les matières qui sont générales, qui sont très importantes pour les élèves, mais aussi un accompagnement sur tout ce qui est de l'enseignement juif, donc les traditions, l'enseignement de la Torah, l'enseignement de tout ce qui est religieux. Le projet pédagogique de l'école, en quelques mots pour vous, comment est-ce que vous le traduisez? Alors, le mot pédagogique, je vais le reprendre au niveau étymologique. Le pédagogue, c'est celui qui amène à, qui emmène vers. Donc je pense que le projet pédagogique de notre école déjà, c'est d'être pédagogique. Ça veut dire d'emmener l'enfant vers quelque chose, vers un endroit, vers quelque part. Vers quoi est-ce qu'on l'emmène? Comme on l'a dit, à intégrer le monde, à le comprendre, à y jouer un rôle. Et l'école doit travailler à long terme. En fait, il ne faut pas voir l'école comme une formalité.
comme une case à cocher, ça reste nos meilleures années, mais c'est un lieu d'apprentissage et de vie. Et donc, comprendre que l'accès à la connaissance n'est pas uniquement pour obtenir un diplôme, un brevet ou un baccalauréat. Ça, je pense que toutes les écoles le font bien, on le fait très bien, on a des bons résultats à nos examens. Mais l'idée de cette synergie, c'est d'aller au-delà d'eux. L'école doit avoir un cran d'avance, elle doit former non seulement la personne qui aura une famille, un métier plus tard, mais apprendre surtout à avoir un accès à la connaissance comme un accès à la sagesse. Et on pense que la noblesse d'un élève, c'est sa sagesse, et que sa grâce, c'est sa Torah. Donc si vous voulez, en fait, il y a deux plans. Il y a ce qu'on appelle Chormot Umot Haolam, il y a la sagesse du monde. Et souvent, on se rend compte que l'enfant rentre dans une espèce de cercle vicieux où il valide des connaissances pour obtenir un diplôme. Et puis après, il faut passer 7 ans de collège-lycée. Et quand le bac est passé, c'est derrière nous, on fait autre chose. On est presque libéré de l'école. Et cette idée d'être libéré de l'école est un peu une souffrance pour nous. On se dit que finalement, l'accès au savoir, le temple du savoir, le lieu où il y a échange des enseignants, des professeurs, des maîtres, c'est l'école. Et donc ça, c'est un privilège. Un privilège d'avoir un rapport au savoir, avoir la chance de découvrir le plaisir d'apprendre. Et je crois que ça, c'est vraiment le challenge de l'école d'aujourd'hui, c'est le plaisir d'apprendre, avoir un rapport serein, épanoui avec le savoir. Je distingue le savoir général, la connaissance du monde, qui est extrêmement complexe aujourd'hui, et le Dat Torah, la Torah qui vient couronner, qui est un savoir aussi, une Chorma, la Torah qui couronne ces autres savoirs et qui, quelque part, leur donne leur cohérence. Et donc du coup, en tout début, donc, il y a une vraie cohérence dans votre discours, puisqu'au début, vous avez parlé de vision, et tout de suite, maintenant, vous nous parlez d'apprentissage, et donc de ne pas seulement entrer dans des matières pour avoir un diplôme, c'est plus aussi d'aider l'élève à grandir au sein de votre établissement. Avant de parler de l'enseignement religieux, on va écouter le témoignage d'un élève, de terminale qui va nous parler de son expérience. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Ephraim Gavison, je suis élève de terminale. Dans le cadre du nouveau lycée, j'ai choisi les options physique et SVT. L'équipe d'Israël a très bien géré le passage au niveau lycée suite à la réforme. Je suis à l'école d'Israël depuis fort longtemps. Depuis le CP, j'ai eu la chance d'avoir été encadré par la direction et une équipe de professeurs exceptionnels. J'ai bénéficié de leur bienveillance. Cela m'a permis de me construire et de m'épanouir tant dans les matières générales que dans les matières juives. Comme je l'ai déjà dit, l'équipe pédagogique est bienveillante. On sent qu'ils sont là pour nous aider à réussir et à nous épanouir. Cette école a conjugué un esprit familial et un cadre structuré et exigé qui nous donne l'ambition de nous dépasser et de réussir. Enfin, à Beth Israël, il y a une équipe qui pour nous est un véritable exemple. En effet, cette équipe est complètement investie, qui est dans l'innovation et qui ne lâche rien pour donner aux plus grands comme aux plus jeunes, aux garçons comme aux filles, de véritables atouts pour faire d'eux de véritables adultes accomplis et épanouis. Enfin, j'aimerais remercier la direction et les professeurs, et surtout mes parents, qui ont choisi l'école Beth Israël. On est de retour sur le plateau de cette journée porte ouverte digitale organisée par l'école Beth Israël en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. On parlait avec le Rav Shish Portif juste avant donc, du projet pédagogique. On va maintenant parler de l'enseignement du Kodesh, l'enseignement religieux. Quelle est la place de l'enseignement religieux au sein de l'établissement ? Alors le Kodesh, comme on l'appelle, l'enseignement religieux, c'est le fer de lance. Le fer de lance de l'école, c'est son ADN quelque part. C'est la raison d'être d'une école juive. Alors comment s'organise le Kodesh chez nous? Il y a 10 heures de Kodesh par semaine qui sont enseignées avec un extrêmement grand sérieux. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand on parlait de ce qui caractérise Beth Israël par rapport à d'autres écoles, je dirais qu'il y a c'est un lieu d'éducation, on en a parlé, mais aussi un lieu de réflexion pédagogique. Et cette dimension de la réflexion pédagogique fait de Beth Israël d'abord une école qui a été pionnière, je pense, sur ces domaines-là, au quotidien, de réfléchir aux gestes pédagogiques, à la didactique, au comment bien faire. Et cette réflexion pédagogique sur le geste pédagogique, sur la manière de transmettre et d'enseigner,
Se dire qu'un élève, c'est pas seulement un vase à remplir, mais c'est aussi un feu à allumer, comme on dit, et c'est un vrai souci, et transversal. Après, évidemment, dans le Kodesh. Et donc, le Limoud, le Kodesh chez nous, s'organise avec des temps de concertation pédagogique avec les rabbinim, sur lesquels on discute ce fameux geste pédagogique, ce support, cette Gemara, ce Chumash. On a vite compris que, et certains pensent encore peut-être, que pour être un bon enseignant, un bon Rav de Kodesh, il suffit de savoir traduire un texte et le traduire avec les enfants. L'idée comme ça du Kodesh aujourd'hui, c'est que étudier, c'est traduire un Rashi, traduire une page de Gemara. On a bien compris que c'est bien plus que cela, enseigner le Kodesh, donc il faut se concerter. On va très loin dans cette concertation-là, puisque d'abord, il y a une partie théorique, pratique, d'échange, il y a des visites de classe, où je rentre dans les classes avec les rabbinim. On peut même aller jusqu'à filmer un cours de Gemara ou de Chumash et de le revoir après en équipe, et séquence par séquence, faire des plans d'écran, des arrêts sur image, et se dire quelles sont les phases de l'enseignement, quel est le rythme du cours, et analyser. Donc ça, c'est une richesse qui fait que finalement, même les enseignants eux-mêmes, quand ils intègrent l'équipe de Beth Israël, je pense que c'est leur force, ils se forment. On a rarement, quand on est enseignant de Kodesh, on a été au collège en général peut-être, puis après le collège, on arrive à l'école, on enseigne. Un collègeman a beaucoup de connaissances, Baruch Hashem, mais la Hora, l'enseignement, c'est un métier, c'est un art, une science en tant que telle. Il ne suffit pas de savoir et de connaître pour pouvoir enseigner. On le sait bien, et donc il y a cette zone de concertation pédagogique qui fait que l'enseignant se forme, l'élève le ressent, et puis il y a une perfection du geste. Et ça, c'est très, très important. Également, l'idée, c'est de donner tout le temps aux élèves, donc pas une traduction du texte, mais des outils, parce qu'il y a étudier, et puis il y a apprendre à étudier. Des outils pour être, autonome. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver à une réflexion qui intègre mon monde personnel. Et l'autonomie, je l'ai déclinée en deux champs. Pour être autonome, il faut des outils et du plaisir. Vous avez des outils, mais pas de plaisir, vous n'ouvrirez pas un livre tout seul. Vous avez du plaisir et vous n'avez pas les moyens, les techniques et les outils pour le faire, vous ne le ferez pas non plus. Et donc, à donner des outils à un enfant, l'armer qu'il ait du plaisir dans le limoud, c'est un vrai challenge. Et ce challenge du plaisir, on en parlera peut-être un petit peu après, il est porté par le lien qui existe entre les rabbinim et leurs enseignants. Et ça, c'est fondamental. Je parlais tout à l'heure des bruits de couloir, de l'extrascolaire, de l'informel, de ce lien avec le Rav. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Important parce qu'il y a une suite. On parlait de lieu d'éducation, on parlait de mise en forme d'un fond, qu'il y a vraiment des connaissances, mais il leur faut un sens. Eh bien, s'il n'y a pas un adulte, un Rav, un conseiller, qui est proche de pourparler, surtout dans notre génération à nous, qui est extrêmement des fois décorporalisée, malheureusement, on a compris que cette chaleur humaine, elle passe par le contact avec l'enseignant. Et ce contact-là, il va naître naturellement, implicitement, du lien qui s'est créé dans le cours même. Je veux dire par là que si un enseignant, par exemple, dans son cours, a une manière très scolaire, très froide, très droite, très rigoureuse, très antipathique, très exigeante, très scolaire du Kodesh, eh bien pour l'enfant, le calcul est très vite fait. Il n'ira pas le voir à la fin du cours. Or, je pense que quand un élève va voir son Rav à la fin du cours, c'est une victoire. Et quand il lui parle dans la récréation, c'est une double victoire. Et ça, c'est important. Quand je vois nos élèves, par exemple, et ça, c'est un signe qui est flagrant. Quand on les croise dans la rue, ils ne changent pas de trottoir. Ils viennent nous dire bonjour. C'est tout bête à dire, mais vous verrez souvent des enseignants qui, des fois, quand ils rencontrent leurs élèves hyper cachés, ils les évitent. D'autres, ils vont leur dire bonjour. Et également, nos élèves viennent après, ceux qui se marient, et ils nous demandent, nos rabbinim, d'être témoins de leur mariage. C'est-à-dire, on sent qu'il se crée un lien qui est au-delà de l'école. Il y a vraiment un sens. D'accord, donc en fait ce qui est assez intéressant avec tout ce que vous dites, c'est que justement vous enseignez, mais vous apprenez aussi constamment parce que cette science évolue de l'enseignement et vous mettez vraiment un point d'honneur à être constamment avec un lien très fort avec vos élèves. Vous avez donc dit qu'il y a 10 heures de Kodesh par semaine. Est-ce qu'il y a des offices religieux au sein de l'école et comment sont enseignés justement les fêtes juives ? Alors, il y a bien sûr des offices qui sont dans le cadre du temps scolaire, le matin, l'après-midi, rapide quand c'est possible. Les fêtes juives sont enseignées également, mais je dirais que et les Chagim, les fêtes juives, ou la halacha, et le moment de la tfila, comme d'ailleurs le moment du repas qui est couronné par le Birkat Hamazon,
ce sont des moments en fait qui amènent 3 points importants, qui sont l'expérience concrète. Hein, ça c'est très important dans la halakha et dans les Hagim de partager une expérience concrète sur Hanouka, Purim, ces fêtes qui sont identitaires par exemple, qui passent jamais à l'as, où il va falloir donc créer des événements, des activités, et ça c'est concret, ça se réalise. Et donc également la transmission de la compétence communautaire, l'expérience communautaire. Quand un enfant, pourquoi on fait la tfila? C'est pas une formalité, mais quand ils font la tfila, ils prennent des rôles. Ils sont chez les Tzibour, ils distribuent la tfila, ils lisent le Sefer Torah, et tout ça pour nous c'est pédagogique. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'ils sont dans leur communauté, dans leur Kehilot, le Shabbat, qu'ils puissent lire la Torah, faire la tfila normalement. Donc il y a en fait ce relais. Il y avait un petit peu, à l'époque il y avait les EI, où il y avait les mouvements communautaires, qui avait ce souci-là de dire il y a un relais dans la Kehila, c'est-à-dire qu'un enfant qui est à l'école, c'est un futur adulte qui aura des rôles à jouer dans l'Am Israël. Et aujourd'hui, on ne peut pas couper l'école de la communauté. La Kehila, le monde juif, a besoin de nos enfants. Et donc, pour qu'ils puissent répondre à ce besoin-là, il faut que dès l'école déjà, on pose les jalons de ces réflexes communautaires qui sont la lecture, les responsabilités, les fonctions, etc. Également, c'est un lien, un pont naturel avec les familles. Enfin, la famille apprécie ce retour-là. La famille s'implique aussi grâce à tout l'environnement que vous avez créé aussi, et ce qui permet d'avoir des élèves qui apprennent mais qui sont aussi impliqués et justement de créer un environnement qui est plutôt propice justement pour que les élèves puissent grandir dans des conditions optimales. L'enseignement, est-ce qui permet aujourd'hui, pour des élèves qui n'ont pas forcément la même pratique à la maison, parce que tout le monde a des familles qui sont différentes, qui ont une appréhension différente, d'avoir un niveau commun? Comment est-ce que vous gérez justement les élèves qui arrivent avec peut-être un niveau de religion à la maison qui est différent? Alors, c'est vrai qu'on a des fois des classes qui sont hétérogènes. Ça s'appelle la pédagogie différenciée dans les matières séculières. Mais disons que dans le limoud, il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas cette différence, dans le sens où, en général, il y a un tel esprit de classe, une telle collaboration, qui fait que entre pairs, entre élèves, il y a un mouvement qui se crée assez rapidement. Une fois qu'on a accès à la lecture, à l'écriture, à la traduction, je dirais qu'après, ce qu'il faut surtout respecter, c'est l'évolution de la maturité. Encore une fois, ce qui est très important, je pense, c'est que souvent, les classes augmentent, les âges également, ils deviennent adolescents, ils deviennent des hommes, et souvent le risque du Kodesh, du Limoud, c'est qu'ils ne respectent pas la maturité de l'adolescent et ses questions. Ça veut dire que, et je prends par exemple la progression du rôle, les matières profanes séculières à côté, qui donc nous sommes sous contrat, donc il y a un socle commun, donc il y a des exigences en termes de connaissances, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, et qui, on le voit bien de manière spiralaire, augmente en intensité et en difficulté au fur et à mesure des classes. On ne travaille pas sur un texte en français en 6e comme on le fait en 3e, comme on le fait en 1er, en terminale. On sent la complexité. Il faut voir ce qui est étudié en rôle. Et nous disons, mais il est hors de question que le Limoud Torah, que le Kodesh, sa dimension de réflexion, de pénétration, d'interrogation, de pertinence, finalement reste au niveau de la traduction, lecture. Et on se rend compte des fois qu'au collège ou même au lycée, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Rashi, on lit, on le traduit. C'est un peu ronronnant. Et ce Kodesh ronronnant est un Kodesh dangereux au XXIe siècle pour la génération future. Il est extrêmement dangereux parce que le monde qui nous entoure est un monde qui est intelligent, qui est complexe, qui est connecté, qui est relié, qui va extrêmement vite, qui fait des liens. Et donc nos enfants vivent dans ce monde-là. Donc ils ne nous le disent pas, mais ils attendent beaucoup. Ils attendent de la profondeur, de la pertinence, de l'exigence. Et si vous êtes devant eux avec une petite traduction d'un Rashi pas trop préparé ou une page de Gemara qui va pas éclore, qui va pas éclabousser leur vie personnelle, finalement c'est un petit Kodesh. Et là, ça c'est fondamental de comprendre que la maturité elle augmente et le rôle du Rav, c'est d'augmenter en puissance de frappe, en puissance intellectuelle avec les élèves. J'ai un exemple très simple, si vous me permettez. Oui, c'est au niveau du lycée. On voit bien qu'au lycée, en première, ils ont un bac de français, et puis ils ont même philosophie. Vous voyez, le programme de philosophie, ce qu'ils abordent comme sujet, c'est des thématiques qui sont complexes, qui sont passionnantes. Le bonheur, la société, l'art, la technique. Et quand ils font la caverne de Platon en philosophie, ils se posent des questions, les garçons.
Et elles sont intéressantes. Et que fait le Kodesh en face? Qu'est-ce qu'il propose? Donc on a besoin en face de montrer que la Torah, elle est grande et que sa beauté, c'est sa grandeur. Et sa grandeur, elle vient qu'elle amène un cadre, des réponses. Elle ne s'oppose pas forcément. Elle vient, encore une fois, couronner les choses. Et quand il y a, quand il y a eu le fameux l'assassinat de l'enseignant d'histoire, comment Paty, voilà. Il y a eu la grande question de la liberté d'expression, par exemple. Eh bien, les élèves ont demandé cette question-là à leurs enseignants de philosophie et à leurs rabbinim. On a mis en place un débat avec il y a eu des textes en Chol et en Kodesh qu'ils devaient préparer à l'avance, et avec des rabbinim, les professeurs de philosophie, l'équipe de chez Elbaz également, on a mis sur le tapis, en débat avec le lycée, ce sujet-là. Et il y avait du chomé, il y avait de la matière. Donc montrer toujours qu'il y a de la matière. Et là, je dirais, vous parlez de niveau, par exemple, ils sont de différents niveaux. C'est vrai, le niveau est différent sur la lecture, la compréhension, la traduction, mais sur la réflexion, ça, on est sur un plan d'égalité. Et donc, il faut respecter leur maturité, répondre à leurs questions. Et je disais en parallèle, il y a l'adolescent qui a des questions de société, de corps, il existe. Parle-moi, réponds-moi. Et c'est là où le Kodesh, oui, respecte les différences des élèves. Elles ne sont pas forcément, non, tu sais lire, Rachid, c'est pas lire, Rachid, ça on peut te mettre à niveau, c'est pas difficile. Mais comprendre le côté hétérogène de l'élève en tant que des besoins qu'il a, ça oui, c'est important. Donc du coup, c'est vrai que merci beaucoup. On pourrait vous écouter parler pendant des heures parce que c'est extrêmement intéressant et extrêmement important, et on sent que c'est une thématique qui vous tient à cœur. Mais l'important aussi à retenir, je pense, dans tout ce que vous dites, c'est que le Kodesh vient, comme vous l'avez dit, couronner l'enseignement du Chol et vient s'imbriquer aussi pour pouvoir avoir une cohérence entre les deux enseignements. Merci beaucoup pour tous ces propos, c'était extrêmement intéressant. On va maintenant se concentrer sur le GAN et le primaire et les initiatives originales qui sont développées au sein de l'établissement. Merci beaucoup Ariel Calvo d'être venu sur le plateau avec nous. Quelles sont les spécificités de l'enseignement au GAN et au primaire à l'école Beth Israël? Bonjour d'abord, merci de nous accueillir sur le plateau. Alors en fait, la spécificité de l'école, donc comme l'a dit si bien Rav Shishportish, c'est qu'en fait c'est vraiment une école qui va allier un Kodesh fort, de qualité, et en parallèle des apprentissages donc dans les matières générales qui respectent effectivement le programme de l'académie, et puisque nous sommes sous contrat avec l'État. C'est aussi une école où chaque famille a sa place. Donc quel que soit le degré de religiosité, chaque enfant vraiment va être considéré, valorisé et surtout encouragé. Je pense que voilà, quand un enfant est petit, il a vraiment besoin de ça, d'être entouré, d'être encouragé. C'est une école qui est familiale. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a une classe par niveau. Et en fait, on connaît très bien chaque enfant, chaque famille. On reçoit les parents, on est vraiment à l'écoute. Et notre priorité, c'est vraiment d'assurer la réussite de tout un chacun. Chacun a sa chance. On accueille également, on a une classe pour les enfants porteurs de handicap. Donc on veut vraiment donner la chance à chaque enfant de réussir dans la vie. Et lui apprendre à étudier, à aimer étudier, et lui proposer beaucoup d'activités ludiques et voilà, qui vont lui permettre d'apprendre autrement et de mieux apprendre en fait. Et justement sur cet aspect d'atelier ludique, parce que justement comme le disait Rav Shishportish un petit peu plus tôt, l'important c'est aussi de donner envie d'apprendre aux élèves et de pouvoir grandir avec cet enseignement-là. Pouvez-vous nous donner des exemples d'ateliers éducatifs auxquels participent les enfants pour développer justement cette ouverture d'esprit? Oui, tout à fait. Alors on a beaucoup d'ateliers. Alors d'abord, il faut savoir que en fait, on a... Vous avez beaucoup d'ateliers, c'est-à-dire qu'en gros, vous leur proposez justement des activités qui sont différentes, tout à fait. Extrascolaires ou pendant les classes, j'imagine. Tout à fait. Alors, il faut savoir que cette année, même les années précédentes, on est rentré déjà un petit peu dans le numérique, puisqu'il faut savoir qu'il faut se mettre déjà à la page, même pour les plus jeunes. Donc, l'informatique en classe, voilà, tout ce qui est informatique, projeter les cours, etc. Ils ont donc du matériel aussi pour pouvoir... Oui, tout à fait, du matériel qu'on a pu acquérir ces dernières années. Et au niveau des ateliers éducatifs, on a plusieurs ateliers à proposer. On a en ce moment un projet, en fait, qu'on a mis en place à l'école, qui est un projet nature.
suite au confinement, on a senti que les enfants avaient besoin un petit peu justement de sortir aussi de ce numérique et de renouer avec la nature. Donc on a fait un projet nature avec les animaux pour les plus petits en maternelle et un projet jardin. On a la chance d'avoir un très grand terrain à l'école et on a aménagé en fait un jardin dans lequel les enfants peuvent créer leur propre potager et observer la nature, donc les sciences, mais qui sont vécues avec eux et cultivées. Ça leur permet de suivre aussi, de voir leur petite pousse grandir. Donc voilà. Ça doit être très stimulant pour eux. L'extrascolaire et le développement culturel, c'est très important donc à Beth Israël, comme vous venez de le dire. Vous avez des exemples de sorties scolaires. Alors j'imagine que la situation est un petit peu compliquée, mais je pense que vous avez quand même mis des choses en place pour sortir les enfants. Oui, tout à fait. Alors on insiste vraiment sur les sorties, parce que c'est quelque chose qui va permettre aux enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, d'apprendre autrement, d'apprendre même directement les choses sur le terrain. Donc on a plusieurs sorties. Au GAN, ça va être par exemple la cueillette, ça va être le rucher, ça va être le zoo, etc. Pour les primaires, ça sera plus tourné vers les musées, palais de la découverte, cité des sciences, etc. Et cette année, on a dû s'adapter, puisque les sorties, c'était pas possible. Donc quand c'est comme ça, on fait venir les sorties à l'école. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, c'était les marionnettes avec Toraland, des animations sur l'huile, quand c'était Hanouka, où ils ont découvert toutes sortes d'huiles, voilà. Et puis des ateliers Kapla. Donc là, c'est vraiment l'association Kapla qui est venue à l'école, qui s'est déplacée parce qu'on faisait un thème sur le thème de la maison, et donc on a fait la sortie, mais à l'intérieur de l'école. C'est très intéressant en tout cas, et puis c'est agréable pour les parents qui nous regardent de savoir qu'il y a des choses qui sont mises en place malgré les difficultés qui sont devant nous en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui vous tient à cœur? Vous avez parlé de plusieurs projets, mais est-ce qu'il y en a un qui vous tient à cœur dont vous voulez nous parler aujourd'hui? Alors il y a plusieurs projets qui me tiennent à cœur en fait à l'école, parce qu'on fait beaucoup de choses, Baruch Hashem. Alors déjà le thème. Donc le thème de l'année, chaque année en fait on choisit un thème à l'école, et ce thème-là on va le développer en Chol comme en Kodesh. On a fait par exemple un thème sur le Baltashrit, qui est le gaspillage en hébreu, qu'on a relié avec le développement durable. Donc on a fait tout un thème sur ça, où là on fait vraiment des activités en parallèle avec les enseignants de Kodesh qui travaillent à fond sur ce sujet, et les enseignants de Chol aussi qui travaillent vraiment dans tous les domaines qui se rattachent à ce sujet, avec les sorties qui vont avec, les animations, un début de thème, une fin de thème, une petite fête dans laquelle les enfants vont présenter tout ce qu'ils ont appris. Cette année on a fait un thème extraordinaire sur la maison juive sous toutes ses formes. Alors ça a pris vraiment des proportions. Les enfants étaient émerveillés. Ils ont appris de tout. Et je pense qu'ils ont aimé. Ils se sont investis, ils ont fabriqué des maisons. On a créé une ville en maison. C'était Beth Israël sur ciel. C'était un concours de maisons. On a fait une fête là-dessus. Comme je vous l'ai dit aussi, l'atelier Kapla. Et ils ont appris énormément de choses, mais sans pour autant qu'on dise c'est un apprentissage comme ça rigoureux dans lequel on va prendre un livre, on va étudier. Là non, on a travaillé sur le vocabulaire de la maison en ivrite, en anglais, sur les aires, les périmètres en maths. On a vraiment rassemblé toutes les notions sur ce thème-là. Le thème, c'est vraiment quelque chose de spécifique à Beth Israël, et c'est une caractéristique de l'école. On a aussi le projet journal. On a une enseignante de CM2 qui a lancé le journal à Beth Israël, mais c'est le journal des enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui écrivent leur article. C'est vraiment leur journal, les petites recettes, les petites blagues, la vie à l'école, ce qui se passe, c'est leur petit journal, ils écrivent, on insère des photos et il est distribué chaque semaine le vendredi. Et ça leur permet de prendre aussi du recul sur leurs activités, de comprendre ce qu'ils font aussi. Donc c'est très intéressant pour eux. Voilà. Et dans toutes ces activités via le thème, j'imagine, encore une fois, on revient sur cette cohérence entre l'enseignement du Chol et du Kodesh, et qui est très ludique au travers de ces activités. Exactement. Ça veut dire pour nous, en fait, on veut que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait pas une différence. Il y a le Chol d'un côté, le Kodesh de l'autre. Non, c'est vraiment une transversalité. On cherche à ce que l'enfant soit épanoui, qu'il ait plaisir à apprendre aussi bien le Chol que le Kodesh, et que tout va ensemble en fait.
Bah c'est vraiment très agréable de vous entendre parler avec autant de conviction et de ferveur sur tous ces beaux projets. Et pour les parents qui nous regardent, n'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions sur le live Facebook. Il y a énormément de choses qui se passent et qui sont organisées au sein du Beth Israël. Donc c'est un très très bel établissement. Donc posez-nous des questions si vous en avez, on y répondra en fin d'émission. Retour vers vous, Monsieur Elbaz. On avait une petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler des réussites des anciens élèves? Donc ça fait maintenant 38 ans que l'établissement a été créé, donc j'imagine que vous avez pas mal d'anciens élèves. Que deviennent les élèves une fois qu'ils sont sortis de Beth Israël? D'abord, comme l'a dit Rav Shishportis, nous gardons un lien très fort avec les anciens élèves. Ceux qui aujourd'hui regarderont se reconnaîtront. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, voilà, petite anecdote, vous aimez les petites anecdotes, pas loin de chez vous, là, je suis venu, j'étais invité à une fête familiale d'un ancien élève qui a fait Polytechnique, diplômé de Polytechnique, s'était installé pas loin, il travaille dans une grande banque, et fête familiale pour la naissance d'un enfant. Il m'a téléphoné, voilà, j'ai eu... alors voilà, un petit peu, ça désigne bien les relations qu'on a. Et puis c'est pas un élève d'il y a 2 ans, de 3 ans, il y a 10 ans qu'il a quitté l'école, vous voyez un petit peu. Effectivement, on est invité par les anciens élèves à des mariages, des bar mitzvot, des choses comme ça. En fait, ce que nous avons vécu avec eux pendant leur scolarité était tellement fort, tellement riche, à travers ce qui vient d'être dit, que ça reste. Il n'y a pas de coupure, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de coupure, on voit l'école. Non, ça reste dans une relation humaine. Il y a pas longtemps, j'étais voir un ancien élève qui a aujourd'hui un établissement, et on échangeait, il m'a dit, j'ai vu ce que je retiens de l'école, j'ai vu combien l'équipe était investie. Ça m'a donné un exemple de ce que je dois être dans la vie, c'est-à-dire investi dans ce que je ferai. Quoi que je fasse, il faut que je sois totalement investi, complètement à fond. Et voilà, c'est des petits exemples comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir s'ils deviennent médecins, dentistes, avocats? Oui, ils le sont. Ils le sont. Ils deviennent pâtissiers des fois. Nous, on adore des gens comme ça qui adorent, qui s'expriment par leur force, enfin leur capacité par leurs mains. Un petit peu tous les styles de profession, mais ce qui devient le point commun, c'est que ça devient comme le témoignage que l'élève a dit tout à l'heure, des adultes accomplis. Ce qu'ils feront, ils le feront bien. Ce seront des membres de la communauté juive. Ce sont des juifs qui ne se cacheront pas de l'être. Ils pratiqueront la Torah et les mitzvot comme eux le ressentent, et comme chacun après ça devient... ils restent en contact avec le limoud, l'enseignement juif. Ils peuvent suivre des cours ou donner des cours. Un autre exemple d'un élève qui est aujourd'hui médecin, eh bien, il a créé dans sa synagogue un office de jeûne. Voilà, donc dans la continuité de ce qui a été dit par Rav Shishportis. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il devient accompli, épanoui, responsable. Voilà, et c'est ce que nous constatons quand on les rencontre. Il y en a beaucoup, hein, en 38 ans, ça fait beaucoup d'élèves. Ça fait beaucoup d'élèves, beaucoup de belles réussites en tout cas. Et comme vous êtes sous contrat, pour revenir un petit peu sur l'aspect un petit peu administratif, accès à bien sûr toutes les études qui sont disponibles en France ou à l'étranger. J'imagine que vous avez vu beaucoup de belles choses en tout cas sur ces 38 années d'enseignement. On va maintenant se retrouver dans quelques secondes après une vidéo, donc un témoignage d'un ancien parent d'élève, Madame Dahan, qui... C'est un parent d'élève. Qui est un des plus anciens, puisque ses enfants sont rentrés au GAN, et que le plus grand, il était en terminale. Donc vous voyez, ça fait dans plusieurs enfants. Alors, ouais. Donc c'est Madame Dahan qui va nous expliquer en quoi l'école Beth Israël a changé la vie de toute sa famille. On se rejoint juste après. Bonjour à tous, on m'a demandé de dire quelques mots sur mon expérience à Beth Israël, donc c'est avec un grand plaisir.
que je vais témoigner de cela. J'ai inscrit mon fils en 2003 à Beth Israël un petit peu par le fruit du hasard, ou peut-être pas, mais simplement parce que dans les écoles laïques environnantes, les maternelles, il n'y avait plus de place en raison du baby-boom. Alors voilà, quoi d'autre que vous dire que ça a été une expérience extraordinaire qui a fait que tous mes enfants ont passé leur scolarité là-bas, les 2 fils qui ont suivi également, donc de la maternelle jusqu'à la terminale, qu'on y a trouvé en fait à la fois un personnel pédagogique incroyable, une direction très investie, très impliquée, que les enfants se sont épanouis au contact de leurs amis, que nous-mêmes on s'est créé un cercle d'amis qui sont devenus très proches et que donc ça a complètement bouleversé nos vies. C'est une expérience magnifique et aujourd'hui j'invite tous les parents à vivre la même expérience que nous. Je pense que c'est une école qui réussit à donner des valeurs aux enfants, à leur inculquer des principes et en complément de l'éducation qu'on peut leur apporter à la maison, faire d'eux des hommes, des bons hommes avec de grandes midotes, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de savoir, avec beaucoup de valeurs et qui sont armés pour la vie grâce aussi et beaucoup à l'école. Donc merci à tout le personnel. Je suis très reconnaissante du travail qui a été fourni et bonne chance à vous et pour les années à venir et pour les inscriptions à venir. On est de retour sur le plateau de cette journée porte ouverte digitale organisée par le Beth Israël en partenariat avec l'association Choisir l'école juive. On vient d'avoir justement un beau témoignage d'une parent d'élève qui nous explique à quel point justement toute sa famille a été marquée positivement par l'enseignement qui est transmis au Beth Israël. On va maintenant parler avec vous, Monsieur Elbaz, donc du lien avec Israël qui est très fort. Comment est-ce que se traduit ce lien entre le projet pédagogique dont Rav Shishportish nous a parlé plus tôt et le lien avec Israël? D'abord, tout l'enseignement juif, Israël est omniprésent. La terre d'Israël, l'État d'Israël, le peuple d'Israël. Donc, à partir de là, il est évident qu'il y a un lien constant dans les différentes dates du calendrier juif et dans la vie quotidienne. Maintenant, ce qui est important, ça va à un certain moment des études se concrétiser par un voyage. Donc, en classe de terminale, on fait un voyage. Bon, là, on est en stand-by pour les raisons que vous connaissez pour la 2e année, mais on fait un voyage du style Bible en main. Ça veut dire où ils ne vont pas aller sur les plages de Tel Aviv ou de Netanya, mais ils vont aller faire une visite pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas dans le monde virtuel. Hein. À Épinay-sur-Seine, ou à Montmagny, lorsqu'on parle d'Israël, c'est pas du virtuel. C'est quand on parle de nos origines, c'est vraiment des moments, voilà, c'est des lieux, des endroits où ça s'est passé et donc il y a les pierres qui parlent. Voilà, on fait parler les pierres et comme ça faire le lien avec de la même et ça c'est continu, bien entendu, au courant de toute la scolarité. Donc il y a un lien fort avec Israël, un voyage qui est organisé chaque année. C'est en quelle classe qu'on part justement? Est-ce que c'est toutes les classes? Est-ce qu'il y a un âge? C'est la terminale. La terminale. Et c'est combien de temps ce voyage chaque année? En général, il dure une semaine pleine et c'est vraiment plein. C'est plein. Donc ça leur permet vraiment d'avoir énormément d'informations et d'expériences pendant cette semaine. Une visite avec un zoom sur certains endroits, avec un guide professionnel, bien entendu, qui va faire parler les pierres. Très intéressant, en tout cas pour l'ouverture d'esprit aussi, le voyage c'est quelque chose de très important. On voulait mettre l'accent sur le devoir de mémoire aussi. Donc comment est-ce que se traduit l'enseignement de la Shoah à l'école? Alors, nous insistons, mais vraiment depuis les petites classes, CM1, CM2, pour que chaque année, il y ait un moment réservé, soit des lectures, hein, la littérature pour jeunesse sur la Shoah est très abondante, de la même façon dans les grandes classes. Et nous faisons chaque année, avec la municipalité d'Épinay, nous marquons la journée nationale de la déportation. Alors, on organise comme ça. Avec la mairie, nous choisissons le thème
Par exemple, un des derniers thèmes qui a été fait, c'est les justes, hein, ceux qui ont sauvé des juifs dans la... Et auparavant, on va le préparer avec les élèves pendant un mois et demi, et on arrive à la fin, le dernier dimanche de avril, eh bien, on se rassemble tous et les élèves vont exprimer ce qu'ils ont appris. Et voilà, toujours la notion de vie et de la réalisation de ce que nous avons appris, non pas que ce reste simplement un devoir de mémoire simplement intellectuel. Nous allons témoigner auprès de la population d'Épinay d'un certain nombre, d'un certain côté, d'un certain un choix de ce que nous avons. Et bien entendu, tout ce travail-là, pendant des années, va se concrétiser par un voyage en Pologne qui dure 4-5 jours. C'est pour les classes de première. Et avec un guide qui va justement, alors là, on va à un voyage difficile, où on va se confronter à la réalité. À la réalité, bien sûr. Donc c'est quand même une vraie prise de conscience aussi pour les élèves d'étudier donc tout ce projet et de terminer par la réalité justement. Tout à fait. Ce qui est ressorti de ce que Mme Calvo de Raffiche-Pontiche, c'est qu'on n'est jamais séparé de la réalité sociale des élèves et de la réalité intellectuelle. On va maintenant parler de la collaboration avec d'autres écoles. Donc vous avez mis en place un nouveau projet pour la rentrée prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors là, vous avez un scoop, pratiquement. En fait, ça procède de la chose suivante. Les collèges et lycées deviennent de plus en plus complexes. Ça devient de plus en plus coûteux. Les différentes réformes, et en particulier celle du lycée, demandent un investissement énorme des équipes pédagogiques. L'école juive en général, Madame le sait, eh bien, elle vit des mutations. Une mutation pédagogique, mais une mutation parce qu'il y a des aliotes. Il y a beaucoup dans les communautés, on voyage beaucoup. Certaines régions se dépeuplent, d'autres en juif, d'autres régions se peuplent. Et des écoles moyennes ne peuvent pas survivre comme ça. On ne peut pas créer une école aujourd'hui comme ça, petite maternelle, ok, mais dès lors qu'il s'agit de collège ou de lycée, encore plus, à peu forte raison. Et c'est ce qui mène, c'est ce qui est conseillé donc, dans les organisations, en particulier le Fonds social, de rassembler des forces, de telle sorte à mieux arriver à se confronter à la réalité française d'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a poussé à un rapprochement avec le groupe scolaire Aleph, très connu, le grand rabbin Citrus, qui est dirigé par le Raguet aujourd'hui. Eh bien, ce rapprochement s'exprime pour cette année dans le fait que les élèves, ils ne font pas de lycée, ils ne créent pas de lycée, mais que les élèves de 3e sont accueillis à l'école Beth Israël. Mais ça, c'est que le premier pas de ce projet. Dans les prochaines années, ce rapprochement, cette collaboration va s'intensifier et on sera invité sur vos plateaux pour en reparler, peut-être avec les responsables de Aleph. Voilà, madame. On l'espère en tout cas, donc c'est un projet qui est amené à évoluer, donc tout à fait. On souhaite beaucoup de bonnes choses à ce projet. On va maintenant parler un petit peu d'organisation assez rapidement. Le protocole sanitaire, donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour les parents aussi qui nous regardent. Donc l'année n'a pas été simple. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour respecter les mesures gouvernementales et pour continuer à enseigner les matières malgré les restrictions? Écoutez, on va être bref parce que l'émission est déjà longue. Je vous dirais, honnêtement, c'est le témoignage, on a été exemplaires. Dès le premier jour de la réouverture des écoles, d'abord on a réouvert, on n'a pas traîné et on a mis en place le protocole à la lettre. Donc, ça voulait dire des embauches de personnel d'hygiène, les signalisations, enfin, tout a été fait. Les parents se sont vite rendus compte qu'on ne badinait pas. Et on modifiait lorsque c'était nécessaire en fonction de l'évolution de l'épidémie et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. De ce côté-là, il est bien évident qu'on ne peut pas apprendre aux enfants si la situation sécuritaire n'est pas
tip-top. D'accord, donc vous avez été très flexible, très agile pour pouvoir justement continuer très réactif à tout moment. Bah, du coup, c'est bien pour les parents qui nous regardent, ça les rassurera de savoir que tout est mis en place pour que ce soit sécure et aussi sanitaire, que tout soit respecté, toutes les règles. Processus d'inscription, donc là on est un petit peu plus dans l'administratif, mais c'est important aussi de savoir comment est-ce qu'on s'inscrit au Beth Israël. Est-ce que ça a commencé, est-ce qu'il y a des périodes? Extrêmement simple. Retenez le site de l'école, www.écolebethisraël.com, d'un seul mot et sans ponctuation, écolebethisraël.com. Là, vous avez une préinscription. Vous faites la préinscription, vous êtes tout de suite contacté et après vous êtes pris en main jusqu'au bout, jusqu'au moment où on accueillera avec bonheur vos enfants. Donc un petit conseil peut-être avant de passer aux questions, donc on a pas mal de questions des internautes sur le live Facebook. Juste avant de passer aux questions, un conseil peut-être pour les parents qui nous regardent aujourd'hui. Venez à Beth Israël, vous ne le regretterez pas. C'est clair, net et précis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Elbaz. Donc, la première question, c'est une question de Rachel, qui est une maman d'une élève de maternelle et d'un garçon au collège. Existe-t-il un système de navette de ramassage entre les deux sites? Nous avons des cartes de transport scolaire. Donc, le transport scolaire passe à Montmagny, passe à Épinay et vice-versa. Donc, un enfant qui est là sera transféré vers l'autre destination et vice-versa. Donc, généralement, ça ne pose pas de problème pour, évidemment, faire l'effort de part et d'autre. Après, les situations particulières sont étudiées avec beaucoup d'attention. Donc aucun problème, quand on a deux enfants qui sont dans des lieux différents, ils peuvent rentrer à la maison à la même heure et c'est pas un souci. Tout à fait. Parfait pour les parents. Si on vient chercher un enfant dans un endroit, on trouvera l'autre là. Voilà. Donc d'un point de vue logistique, tout est mis en place, il n'y a pas de problème. On essaye, c'est complexe, très complexe, mais on essaye. Il y a une autre question maintenant d'un papa, Shimon, qui est assez inquiet sur l'aspect financier. Donc il a 3 enfants. Et il est actuellement au chômage partiel, donc la situation est compliquée pour pas mal de personnes. Il hésite donc à franchir le pas de l'école juive. Est-ce qu'il existe des aides? Pour Shimon, comme vous dites, ou tous parents, il y a les tarifs. L'école juive coûte très cher pour les parents, mais pour la communauté, pour l'école. L'enseignement, c'était gros budget. Maintenant, il est hors de question qu'un enfant soit mis en dehors de l'école juive pour des raisons financières. On ne peut pas priver Beth Israël à une famille. Donc, il y a, toujours sur le site, il y a un dossier de tarification et lorsque on fait ce dossier, il est envoyé et il est étudié avec beaucoup d'attention. Ceci dit, en ce qui concerne des nouveaux parents d'élèves, il faut savoir qu'ils ont droit à une bourse pour primo, ceux qui viennent de l'école laïque, pour primo-accédants. On peut avoir des bourses également pour la cantine. Nous faisons tout pour que les angoisses des parents soient effacées. C'est sûr que c'est un sacrifice. Quand on vient de l'école laïque, c'est un sacrifice. Mais sacrifice sur lequel il y a un retour sur investissement sans aucun problème. Mais on les aide et avec l'association justement Choisir l'école juive, on les aide et on fait tout pour les accompagner pour ce faire. Et comme le disait Johanna en tout début d'émission, aucune barrière et tout est mis en place pour que justement personne ne soit lésé, ne soit mis de côté sur cet aspect-là. D'ailleurs, je veux signaler, aucune barrière aussi, vous avez posé la question, religieuse. Nous accueillons la communauté et ça fait un mélange, entre guillemets, très riche. Bien sûr. Et il y a un échange, il y a une tolérance qui se développe. Une dernière question de Déborah, qui est maman d'une petite Anna, qui a des difficultés d'apprentissage et qui doit apprendre à son rythme. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au sein de Beth Israël pour les enfants qui ont des difficultés à l'apprentissage? Comme l'a dit tout à l'heure Madame Calvo et M. Portis, on ne laisse aucun enfant sur le côté. Un enfant vient avec ses points forts et ses points faibles.
Et donc, lorsque c'est nécessaire, au primaire par exemple, ou à la maternelle, Mme Calvo s'investit totalement pour que, si c'est nécessaire, il y ait une AVS. Et les AVS, ce n'est pas simplement des personnes qui vont venir accompagner, ils sont formés, on les suit de telle sorte à ce qu'ils fassent leur travail comme il faut. Donc, à l'école, nous avons plusieurs AVS. Quand il y a un enfant... Excusez-moi, je vous coupe rapidement pour les parents qui nous regardent. AVS, c'est assistante de vie scolaire, c'est bien ça. Assistante de vie scolaire qui va accompagner l'enfant en classe et qui va l'aider justement sur le point sur les points où il bloque. On a des moments d'accompagnement où l'enfant est sorti de la classe à des moments spécifiques où son professeur va l'aider sur les points où il y a des difficultés. Voilà, c'est important, nous sommes élitistes intellectuellement, nous voulons du bien, on cherche à faire le mieux. C'est vraiment une école où il y a une ambition du beau et du bien poussé à l'extrême. Ceci dit, c'est pas une élitisme dans le choix des élèves, où il faut choisir les meilleurs pour un. Ça ne nous connaît pas. Ou alors, on renvoie tous ceux qui ne nous conviennent pas, qui ont leur bac où on n'est pas assuré d'avoir leur bac. Non, on veut amener tous les élèves à leur réussite, leur réussite maximum, et leur réussite passe des fois par le bac, et des fois la plupart du temps avec mention, et puis pour les autres, ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas la mention, ils l'auront au moins. Voilà. C'est important de pousser, que chacun a un potentiel de réussite en soi. C'est ça qu'il faut aller chercher. Donc c'est important pour les parents de comprendre que vraiment tout le monde est accepté et tout le monde est mis dans un voyage similaire pour grandir au sein de l'école et atteindre donc tous les meilleurs niveaux en tout cas qu'on peut dans le système scolaire en France. Rafchish Portish, un mot sur la fin. Donc vous avez beaucoup parlé du projet pédagogique. Vous avez parlé, on voulait peut-être un petit mot sur le numérique rapidement avant de conclure cette journée porte ouverte. J'ai laissé entendre que l'école n'est pas une boîte à bac. On ne peut plus l'être en tout cas aujourd'hui. Il y a une adage dans notre école qui dit qu'il ne faut pas confondre réussir dans la vie avec réussir sa vie. Et pour que l'adage soit vérifié, pour réussir sa vie, il faut que l'école soit sensible à un monde qui change. Et être sensible à un monde qui change, ça veut dire, ne pas faire l'autruche, prendre à bras-le-corps les questions de société de fond. Et je crois qu'aujourd'hui, l'école en général, et l'école juive en particulier, est un bateau dans la tempête. De quelle tempête s'agit-il? Il s'agit d'une révolution numérique. Et cette ère numérique est une vraie tempête pour l'école aujourd'hui, et l'école juive en particulier. Et cette tempête-là, du numérique, bafoue les codes, elle bascule les repères, elle met des familles en souffrance dans leur vie personnelle, elle met les enseignants aussi en souffrance. Également les élèves, dans le rapport au savoir, dans les tensions familiales. Le numérique est mal vécu. C'est une vague, une tempête qui a déferlé sur une génération de parents qui étaient pas forcément des millénials et qui n'ont pas de ces facilités, qui sont dépassés par les événements. Et donc on a un trouble éducatif, un trouble du lien au savoir et au monde qui est extrêmement fort aujourd'hui. Et donc l'idée de Beth Israël, c'est de se dire il faut être sur le pont. L'école ici a un rôle à jouer fondamental. On ne peut pas laisser les familles toutes seules parce qu'elles n'ont pas les connaissances, les compétences. Elles gèrent des crises phénoménales avec les réseaux sociaux, avec les smartphones, les tablettes, l'addiction, les jeux vidéo, toutes ces plateformes qui sont addictives. Et donc on a vraiment des graves soucis qui arrivent. Finalement l'école empathie, la société empathie, la Kéhila empathie, le monde juif empathie. Et donc Beth Israël a dit ce sujet-là, il faut le traiter. Il ne faut pas faire l'autruche. On a bien compris que interdire ne suffit pas. Ici, il faut sensibiliser, il faut faire confiance aux enfants, aux parents, il faut parler. Et si on ne parle pas, si on n'explique pas les choses, alors on reste dans l'interdiction et dans le smartphone sous le coussin finalement qu'on aura réussi à récupérer d'un copain, on n'aura rien réglé. Et les parents disent, j'en peux plus, je lui confie son smartphone. On a compris que ça ne sert à rien. Il faut légiférer, il faut discuter, il faut parler. Et donc, on a mis en place, depuis il y a 2 ans, des opérations. Il y a une opération l'année dernière avec e-enfance, on a intervenu auprès des enfants, dans toutes les classes, sur les dérives, les dangers,
dangers, les opportunités, l'addiction, les fake news, l'esprit critique. On commence à travailler sur le numérique. Cette année également, une opération encore plus pertinente qui a eu lieu, qui s'appelle 10 jours sans écran. Il y a eu une opération 10 jours sans écran toute l'école, 6e à la terminale, pas d'écran pendant 6 jours. Qu'est-ce qu'on fait sans ces écrans? On ouvre d'autres perspectives. Oui, CP à la terminale, exactement. D'autres perspectives, travaux manuels, discussions, sorties, etc. Et ça a été extrêmement bien perçu par tous les parents et même par les élèves. Même les terminales ont joué le jeu d'enlever des applications, Snapchat et Instagram, pour dire on peut vivre sans écran. Donc, c'est ça que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une réflexion réelle sur cet outil-là qui permet d'assainir, de réfléchir et de construire sereinement et de ne pas construire une école qui serait une espèce de bulle à part dans ce monde numérique. Aujourd'hui, c'est une vraie contrainte. C'est une vraie question qu'il faut traiter et en faire, je pense, un point d'appui et un point de force pour l'avenir. Et si je devais peut-être conclure sur un mot, je dirais que si on veut choisir l'école juive, en tout cas la bonne école juive, je crois qu'il faut savoir que le XXIe siècle s'annonce extrêmement complexe et que les défis du peuple juif vont être extrêmement nombreux. Et dans ce cadre-là, le choix de la bonne école est une très grande responsabilité. Donc il faut choisir le Beth Israël. J'ai dit que choisir une bonne école est une grande responsabilité et elle doit être mesurée, pesée au regard du XXIe siècle et des enjeux et défis du peuple juif. Ce sont les deux maîtres mots pour décider. En tout cas, c'est une bonne fin en tout cas pour bien réfléchir pour les parents. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Johanna Smadja, vous êtes revenue en plateau avec nous. Un petit mot pour conclure. Alors, j'aimerais tout simplement encourager tous les parents qui nous suivent à nous contacter via notre page Facebook et notre hotline. Et nous les mettrons bien évidemment en relation avec le secrétariat et la direction de l'école Beth Israël. Mais au-delà de ça, j'invite également les parents à un processus de réflexion vis-à-vis de l'école juive, leur dire que c'est un bien inestimable et précieux et que c'est certainement le plus beau cadeau qu'ils feront à leurs enfants. Merci beaucoup Johanna, merci beaucoup Monsieur Elbaz, merci beaucoup Raffi Sportich. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc vous avez eu toutes les informations nécessaires pour choisir l'école juive. On va vous mettre les coordonnées et les sites internet pour que vous puissiez avoir accès à de plus amples informations. Merci beaucoup et à bientôt.